Bonjour André Torigna. Bonjour. Bonjour Atman Damani. Bonjour. Vous êtes candidat sur la deuxième circonscription de la Loire à Saint-Étienne. J'ai envie pour commencer, pour débuter, de vous dire, André, c'est une revanche. Il y a 5 ans, c'était exactement le même duel avec Jean-Michel Miss. On remet le couvert? C'est une revanche, c'est la suite. C'est la suite. Hein. Bon, en 2017, c'est vrai que j'avais été candidate pour porter les couleurs de la France Insoumise et pour essayer d'empêcher les 5 années qui ont suivi, qui ont été terribles. Et ben là, en 2022, il est encore temps d'agir et il est encore plus urgent d'agir. Donc voilà pourquoi j'ai décidé de me représenter. Enfin, je n'ai pas décidé, hein, on a choisi de se représenter pour affronter la République en marche et ses dégâts. Justement, ça s'est passé comment la désignation? Il y a eu un accord, on le sait, hein, un accord large. Comment vous avez été désigné? Comment vous avez choisi votre suppléant? Alors en fait, c'est bien que vous posiez cette question parce que voilà, je me suis mal exprimée tout à l'heure, j'ai rien décidé du tout. En fait, ce qui s'est passé, c'est que dès le mois de décembre, fin décembre, on a, au niveau de la France Insoumise et de l'Union Populaire, on a créé des assemblées générales de circonscription, au cours de laquelle, donc pour la deuxième circonscription, ont été choisis par cette assemblée générale de circonscription des co-chefs de file en parité. Et donc, Atman et moi, nous avons été désignés co-chefs de file de cette deuxième circonscription. Et dans un deuxième temps, au moment de l'Union populaire écologique et sociale, il a été décidé que dans le cadre des accords nationaux, il a été décidé que cette deuxième circonscription était attribuée à la France Insoumise et que les co-chefs de file étaient candidats et candidates. Donc nous voilà. L'idée, bien entendu, c'est de devenir député. Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en avant? On parle beaucoup du social. Oui, alors nous, dans cette deuxième circonscription, on a 4 quartiers populaires dont la population est vraiment dans une très grande difficulté. Moi, je le vois au quotidien dans mon établissement scolaire. Je suis prof à Montchauvet, donc dans un collège REP où 2/3 des élèves sont boursiers et Auto 3. Et puis bon, on le voit quand on discute avec les gens, ce qui touche les gens essentiellement, c'est effectivement le pouvoir d'achat. Voilà pourquoi nous défendons ce programme avec le blocage des prix, le SMIC à 1 500 €, la retraite à 60 ans, le revenu d'autonomie des jeunes à 1 063 €. Voilà, toutes ces questions sont vraiment importantes. Et puis aussi la question des services publics qui permettent d'améliorer aussi le pouvoir d'achat. Je peux peut-être en dire quelques mots pour les services publics, sur l'éducation, la santé. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a la sensation que le service public, c'est nous maintenant, puisqu'il faut faire toutes nos démarches sur Internet. Exactement. Donc on supprime des moyens humains et on demande à l'usager de faire ce que avant les salariés du service public, les fonctionnaires faisaient. Et donc effectivement, pour entrer à l'hôpital, il va falloir remplir les dossiers sur Internet. À la préfecture, il faut remplir aussi des dossiers sur Internet. Ce qui fait qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ne demandent même pas leurs droits parce que c'est devenu très compliqué. Il n'y a aucun interlocuteur ou interlocutrice. Tout passe par le numérique. On a supprimé les moyens humains et ben voilà ce que ça donne. Et la gravité de cette situation, c'est que là, il y a une étude de l'INSEE qui vient de sortir. Et il y a 1/3 des Français qui arrêtent leur démarche dès qu'ils commencent à faire leur numérique, toute leur action numérique, et ils n'arrivent pas jusqu'au bout. 1/3 abandonnent. On parle de service public, mais on parle aussi beaucoup dans votre programme de dépenses. Comment on fait rentrer des recettes justement pour financer tous ces fonctionnaires, tous ces services publics, le SMIC, la retraite à 60 ans? Est-ce que vous avez des solutions concrètes? Il y a des solutions très très concrètes. Il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de miracle. L'argent, il est là, donc on le prend là où il est. On rétablit l'ISF. Juste, on part du principe, il y a 5 milliardaires voilà, qui ont autant de richesses que 27 millions de Français. Donc voilà, déjà ça, à cette échelle-là, nous, on sait où prendre l'argent. Oui, mais ça c'est, j'ai envie de vous dire, ça c'est des phrases.
comment on les fait, dans les faits, on fait comment pour leur prendre l'argent? Parce que souvent les gens qui ont de l'argent, généralement, si on leur prend l'argent, ils s'en vont. Vous vous rappelez de 81? On rétablit l'ISF, ça c'est justement, il y a quelque chose qui existe, et même les États-Unis, qui ne sont pas quand même un pays communiste, les impôts, c'est l'impôt partout dans le monde. Voilà. Donc vous vivez à l'étranger, vous payez les impôts à l'étranger, mais s'il y a une différence avec ce que vous auriez dû payer en France, vous reversez la différence au Trésor public français. Donc vous inquiétez pas, le programme, il est viable économiquement, il a été validé par une dizaine, je crois, d'économistes de tous bords, hein, y compris économistes du Figaro, etc. Oui, le programme économiquement, il est viable, et même le patron du MEDEF l'a dit. Très bien. On est dans les grandes théories nationales. Au niveau de la circonscription, si vous êtes député, qu'est-ce que vous avez envie de changer? Au niveau de la circonscription, on ne changera rien. On peut pas, le député n'a pas vocation à être conseiller départemental ou conseiller régional. Mais quand on change de député, on veut que ça change, non? Oui, mais on veut que ça change nationalement. Et ça, c'est vraiment important, il faut que les gens le comprennent, hein, parce qu'il y a une grande confusion lors de ces législatives. Il y a effectivement beaucoup de candidats qui se présentent comme étant le super conseiller départemental ou le super conseiller régional. Les députés, ils ont vocation à changer les lois qui sont applicables sur tout le territoire et pas uniquement sur la deuxième circonscription de la Loire. Donc quand on parle du SMIC 1500 €, quand on parle de la retraite à 60 ans, c'est pour tous les Français et toutes les Françaises, c'est pas uniquement dans la deuxième circonscription. C'est vraiment une démarche globale, c'est pas une circonscription. Vous voyez par exemple, là on est justement à côté de l'eau qui coule et on a aussi la volonté de pouvoir donner à tous les Français, à toutes les Françaises de la France, métropole et outre-mer, l'accès à l'eau, ce qui n'est pas le cas. Hein, on en a beaucoup parlé, enfin pas assez, mais nous dans notre milieu militant, on a beaucoup parlé de l'accès à l'eau, par exemple en Guadeloupe. Hein, on sait que les Guadeloupéens et les Guadeloupéennes n'ont pas accès régulièrement à l'eau, ils ont des coupures. Parfois, ils ont accès à l'eau que 2 fois par semaine. Alors nous, on est candidat sur la deuxième circonscription, mais à l'Assemblée nationale, on va travailler là-dessus aussi, parce qu'on travaille pour tous les Français et toutes les Françaises, enfin toute la population qui vit en France et en métropole comme dans les Outre-mer. Si on reste dans... Allez-y, pardon. Quand on fait, qu'on veut reprendre un pôle public au niveau de l'énergie et au niveau de l'eau, ça intéresse tous les Français. Là, il y a des départements qui commencent à être en détresse hydraulique. Donc là, la sécheresse qui touche tous ces départements, les canalisations d'eau qui fuient, la privatisation de l'eau. Donc tous ces biens communs, les remettre autour d'une structure associative étatique où les gens pourront participer à cette eau qui est un bien commun, ça intéresse et tous les Stéphanois et les gens, les Ligériens, parce qu'on a beaucoup de barrages hydrauliques dans notre région. Donc quand on agit à ce niveau-là, eh ben, on agit et pour les Stéphanois et pour pour tous les Français. Et on va prolonger, parce que je comprends quand même aussi ce qui est sous-jacent dans cette question, c'est-à-dire que les gens qui vont aller voter, ils peuvent se dire oui mais bon finalement dans mon quotidien qu'est-ce que ça va changer, donc c'est peut-être pour ça aussi que vous nous posez la question, qu'est-ce qui va changer dans la deuxième circonscription. Alors quand on dit par exemple, comme on a dit tout à l'heure, on va rétablir l'ISF, on va bloquer les prix, qu'est-ce qui va changer dans la deuxième circonscription? C'est que justement ces mesures permettront de sortir un grand nombre de Stéphanoises et de Stéphanois de la précarité et de la pauvreté. Et si on arrive à appliquer ces mesures, comme je vous le disais tout à l'heure, dans mon établissement scolaire, il y a 2/3 de boursiers au taux 3, il y en aura peut-être moins. Et en tout cas, ces enfants, ils pourront vivre dans un climat beaucoup plus serein et ils auront de meilleures conditions d'apprentissage. Ma question faisait un peu référence à une abstention qu'on annonce très forte. Ouais. Là aussi, comment on fait pour aller... j'ai envie de vous dire, aller chercher les voix, aller presque chercher les électeurs, aller les faire voter, parce que d'après ce qu'on entend et d'après ce qu'on ressent, j'ai l'impression que le 12 et le 19, il ne va pas y avoir grand monde qui va poser son bulletin dans les urnes. Alors, oui, on a même l'impression que les résultats sont déjà annoncés, que c'est finalement pas la peine d'y aller, quoi. Oui,
Alors ça, c'est quand même la grande supercherie des médias, hein, qui, même pour les présidentielles, ils avaient déjà annoncé plusieurs mois à l'avance que le deuxième tour des présidentielles, ça serait Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Là, ils nous refont un peu la même chose. Nous, ce qu'on voit sur le terrain, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'intérêt à ces élections, parce que les gens ont compris que si on avait la majorité des députés à l'Assemblée nationale, Emmanuel Macron serait obligé d'appliquer le programme de cette majorité-là. Ça, les Français, enfin les gens, les Françaises, les Français, les électrices, les électeurs, ça, les gens l'ont compris. Et moi, il me semble que par rapport en 2017, il y a quand même plus d'intérêt sur ces législatives. Peut-être parce que justement, l'urgence est encore plus importante qu'en 2017, parce que les gens ont subi pendant 5 ans la politique de Macron, et maintenant ils mesurent bien que oui, il faut changer les choses. Ben oui, on va chercher les gens les uns après les autres, on fait des porte-à-porte, on fait des tractages. Toujours pour rester dans le côté politique, comment vous expliquez qu'à chaque élection présidentielle, sur Saint-Étienne notamment, Jean-Luc Mélenchon, puisque vous êtes de la France Insoumise, fait un très gros score, et qu'après, quand il y a des élections locales, on ne retrouve pas ces voix-là? Parce que l'élection présidentielle en France, elle a quand même un attrait particulier. On change la personnalité qui représente la France. Alors je crois que les gens se mobilisent davantage sur cette élection, parce que c'est un peu le défaut de la Ve République. Et puis après, l'intérêt retombe. L'abstention, elle a été quand même très très importante pour les élections européennes, régionales, voilà. Bon, l'élection présidentielle, c'est celle qui compte le moins d'abstention quand même, parce que c'est très personnifié et les gens se sentent peut-être plus concernés par le changement d'un homme ou d'une femme, enfin je sais pas. Pour rester dans la politique locale, on a au niveau national NUPS, donc je ne dis pas de bêtises, hein, c'est NUPS, ça se prononce. Oui. Ouais. Il y a des accords un peu partout. Dans la Loire, à Saint-Étienne notamment, on a des dissidents. Est-ce que ça va poser problème pour la suite? Il n'y a pas des échéances tout de suite, mais il y aura forcément en point de mire dans 4 ans les municipales. Est-ce que ça va laisser des traces, tous ces candidats dissidents? Écoutez, nous, pour le moment, on est dans les législatives, donc chaque chose en son temps. On se concentre là-dessus parce que, comme vous l'avez dit, il faut aller chercher les électrices et les électeurs les uns après les autres. On a vraiment beaucoup de travail, très peu de temps. La NUP, la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale, elle se construit, elle est en train de se construire même pendant la campagne. Sur la deuxième circonscription, il y a un Parlement de l'Union Populaire, de la NUP, là, qui est en train de se créer et qui va continuer à travailler après les élections. Et puis bon, après les élections, on verra. Hein. Tout cet ensemble de partis, c'est quelque chose qui va perdurer ou c'est juste pour cette élection? Moi, je pense que ça va continuer. Ouais. Ça va continuer de différentes manières. En fait, c'est une union autour d'un programme. Donc pour revenir aux dissidents, quel est leur programme? Si ils ne sont pas dans la NUPS, donc ils n'adhèrent pas au programme de la NUPS. Alors que nous, cet accord-là, ce n'est pas un accord électoral de partage de circonscription, c'est un accord autour d'un programme. Et donc ce programme va perdurer. Là, après l'élection, un peu de partout dans les circonscriptions se montent des parlements d'union populaire qui auront pour but de vérifier l'action des députés. C'est un peu mettre en avant le RIC qui avait été demandé par la France Insoumise et les Gilets jaunes. La France Insoumise l'avait proposé déjà dans son programme en 2017. Les Gilets jaunes l'avaient repris, c'était une proposition forte. Et nous, on a envie, après ces législatives, qu'on gagne ou qu'on perde, de mettre en place ces parlements populaires pour vérifier le travail des députés et éventuellement suggérer des lois à mettre en place. Et donc, alimenter le programme aussi, hein, continuer à alimenter le programme. Voilà, et donc ces dissidents-là, quel est l'intérêt d'aller voter pour eux, vu qu'ils ne représentent que leur personne, alors que nous, on représente tout un programme. Justement, on va revenir sur le programme, on va prendre quelques points essentiels.
le principal, enfin le principal, c'est peut-être pas le principal, mais c'est un qui vous concerne puisque vous êtes professeur. L'éducation, qu'est-ce qui va changer si vous êtes élu à l'éducation? Tout. On change tout. On arrête Parcoursup. J'ai l'impression Déjà... quand on parle d'éducation que ça fait 40 ans que c'est la crise, alors quand est-ce qu'elle va s'arrêter cette crise? Mais là, vous voyez, c'est un peu comme à l'hôpital, hein. C'est la crise depuis 40 ans, mais là, on est vraiment, on est presque en train de plonger dans le gouffre, donc il y a vraiment urgence, à, effectivement, alors, bon, revenir sur toutes les réformes des dernières années, abroger Parcoursup, revenir sur la réforme du bac, la réforme du lycée, la réforme du collège, donc ça fait un moment, effectivement. Reprendre peut-être l'orthographe, non? Pardon ? L'orthographe, il va falloir la reprendre, non? Parce que sur les réseaux, on sait plus ce qu'on lit. Ah oui, mais alors, là, vous parlez de pédagogie. En fait, ce qu'il faut, c'est vraiment recruter des personnels, parce qu'il n'y a plus aucun attrait pour les jeunes de devenir enseignants, parce qu'ils savent que les conditions de travail sont difficiles et qu'ils sont très mal payés. Donc, il faut augmenter les salaires, il faut essayer d'inciter les jeunes à s'inscrire au concours. Vous savez que là, les concours du CAPES montrent qu'il y a beaucoup plus de postes que d'admissibles même. C'est vraiment une catastrophe. Alors qu'il y a tant de chômeurs. Et oui, bien sûr, il y a tant de chômeurs. Donc il faut vraiment changer. Et il faut, effectivement, au niveau des programmes, il ne faut pas que les programmes ils arrivent d'en haut comme ça, sans discussion, sans élaboration avec les gens du terrain. Il y a eu, toutes ces dernières années, beaucoup d'injonctions, des mesures qui étaient prises d'en haut et qu'on découvrait la veille de la rentrée. Donc c'est pas possible de faire son métier dans de bonnes conditions si on a toujours l'impression qu'on est aux ordres et qu'on ne peut pas réfléchir. La pédagogie, c'est vraiment quelque chose qui demande de la réflexion, de la concertation, mais avec les gens du terrain et pas avec des pseudo-spécialistes qui décident qu'effectivement la lecture, ça doit être, il faut revenir à la méthode syllabique, etc. On est un peu dans le même problème pour ce qui est de tout ce qui est santé. Tout changé aussi. On n'a plus de médecins, les hôpitaux ferment, les urgences ferment. J'ai souvent lu en 5 ans que quand quelqu'un veut accoucher, il faut faire 100 km. Je crois que là c'est le même problème pour l'éducation. C'est où on donne tout au privé, selon les grands experts de McKinsey, hein, ils travaillent comme ça, ou ce sont des biens communs, ce sont des services publics, et on redonne ça à la société, c'est à la société à organiser, comme elle a su très bien le faire après-guerre en 1945. Et on enlève le mot rentabilité. Exactement. Il faut sortir de la logique du chiffre. Donc, les hôpitaux, on les a plongés dans la logique du chiffre, dans le management, et forcément, alors on supprime des postes, tout est tarifé à l'acte. Donc, comment un hôpital devrait-il être rentable? On est dans l'humain. Donc non, l'hôpital, c'est pas une entreprise, il n'a pas à être rentable, il a à sauver des vies, à prévenir les maladies, il n'y a aucune logique de rentabilité à avoir, de même que dans les établissements scolaires, parce que ce que prévoit là, dans son programme Emmanuel Macron pour les 5 ans à venir, c'est la concurrence entre les établissements scolaires. Mais non, pourquoi la concurrence n'a rien à voir avec tout ce qui est du service public où l'humain doit être vraiment au cœur de cette logique-là. C'est remettre l'égalité, en fait, l'égalité des diplômes. Avant, le bac, il était pareil que ce soit dans le Pas-de-Calais et que ce soit dans les Bouches-du-Rhône. Là, on a avec Parcoursup, on a tout cassé. Et en fait, on éloigne les gens du vrai savoir. Parler de l'orthographe, ben voilà, on les éloigne. Après, la santé, elle est aussi rentable quand on soigne bien les gens. Parce que des gens et une population bien soignée, eh ben, elle se sent mieux dans sa peau, moins de dépression. Et puis, elle va au boulot et elle est dans une société où elle s'épanouit. Mais je vais vous dire, le problème de notre société depuis quelques années, c'est qu'on est toujours à court terme. On n'est jamais à long terme. Donc, à court terme, on fait des économies, mais sur le long terme, ça coûte plus cher. Non, quand vous soignez 3 fois la même personne, c'est 3 visites, alors que si c'était bien soigné à la première, etc. Oui, bien sûr. Oui. C'est toujours des choses à court terme.
Mais ça, c'est la logique du capitalisme. Et on se rend compte que le long terme, souvent, est plus rentable. Mais c'est difficile à le mettre dans la tête des penseurs. Oui, bien sûr, regardez ce qui se passe. Vous avez une crise d'asthme. Les urgences vous prennent. Mais ils ne vous hospitalisent pas parce qu'ils ont réglé. Donc vous allez payer. Maintenant, aux urgences, on paye 18 € parce qu'on n'a pas été hospitalisé. Mais heureusement que les urgences étaient là. Mais là, on s'aperçoit que de plus en plus, les services d'urgence sont à l'asphyxie et sont obligés de fermer le soir. Donc, on ne rend plus le service. Et il y a des personnes qui, comme vous dites, la maladie s'aggrave. Et en fait, le problème, eh ben, il est amplifié. Non, mais au-delà de ça, quand on a des petites interventions à faire dans un logement, je vais prendre l'exemple, on va prendre l'exemple d'Internet. Quand vous avez un technicien qui vient 3 fois de Lyon, je me demande où est la rentabilité, parce que les gens ne sont pas arrivés chez vous, qui sont déjà repartis. Alors on les rappelle, ils reviennent. Si on faisait le travail comme il faut dès le départ, moi je pense que ce serait plus rentable, mais ça n'engage encore une fois que moi. Mais ça, on a l'exemple d'avant un service public EDF, GDF, où là vraiment on était bien servi, comme les services de l'eau, où on appelait les techniciens et ils venaient pas de Lyon. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on nous fait croire que le privé est beaucoup plus rentable que le public, alors que c'est totalement faux. C'est souvent le privé, c'est souvent l'entreprise du copain qui donne l'ordre. Ah ouais, il y a ça aussi. Ça aussi, il faudrait peut-être aussi qu'on arrête avec ça. C'est aussi tellement, comment dire, stupéfiant de voir que c'est une entreprise de Lyon qui vient boucher un trou dans votre rue. Oui, mais alors là... Là, on se dit, mais on marche quand même sur la tête. Bah, bien sûr, mais alors surtout que le trou est toujours mal bouché en plus. en plus, c'est le problème de l'écologie aussi. Non, mais on marche sur la tête. On est dans une société où on multiplie les déplacements, alors qu'on sait que la planète est elle est aussi presque au bord du gouffre. Ouais. Et pourquoi multiplier les déplacements alors que, bon, dans votre exemple, on pourrait très bien avoir des techniciens. Non, mais les exemples du quotidien sont nombreux. Voilà, ils sont très, très, très nombreux. Et, voilà. Et nous, ce qu'on porte aussi dans notre programme, c'est l'inscription dans la constitution de la règle verte. La règle verte qui indique de ne pas produire plus que ce que la planète est capable de régénérer en un an. Et là, il y a plus qu'urgence. Oui, parce qu'on est au mois de juillet, je crois à peu près maintenant, quand on a passé la... Oui. Voilà. Donc là, il y a vraiment urgence. Et bon, encore une fois, c'est bien qu'on fasse cet entretien dans ce cadre magnifique, parce qu'on ne sait pas comment ça sera dans 20 ans. Il y a un gros point sur le pouvoir d'achat. Aujourd'hui, tout le monde en parle. C'est l'essence. Vous avez fait une coalition avec les écologistes qui parlaient même de mettre l'essence très très chère à une époque pour qu'on ne prenne plus la voiture et tout. Qu'est-ce que vous proposez concrètement pour tous les Français et pour les habitants de votre circonscription? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre le bus, il faut faire du covoiturage, il faut travailler chez soi. Sachant que le travail chez soi, je n'ai plus le terme, c'est un piège parce qu'on paye son électricité qu'on ne payait pas avant, on use son ordinateur. Et puis ça coupe les liens sociaux. Alors déjà tout de suite, on l'a dit au début de cette interview, c'est le blocage des prix. Nous, on n'est pas pour les petits chèques, la distribution de petits chèques. Alors on comprend qu'effectivement, les gens soient séduits par cette mesure, mais bon, il y a quand même beaucoup de démagogie. Et puis au final, c'est quand même prendre l'argent du trésor public, parce que ces chèques, en fait, c'est nos impôts. C'est nos impôts. Donc il faut que les impôts soient aussi utilisés pour tous les services publics. Donc blocage des prix. Et comme ça, en fait, c'est dans la poche des grandes entreprises pétrolières qu'on prend l'argent et pas dans la caisse du trésor public. Et puis, sur le long terme, par rapport à ce que vous disiez, il faut essayer de faire en sorte de relocaliser au maximum, de créer des emplois dans tous les territoires et de ne pas les centraliser dans les grandes métropoles, ce qui oblige des gens à faire des kilomètres et des kilomètres pour aller travailler. Et donc, effectivement, le travail à la maison, le télétravail, on l'a vu pendant le Covid, c'est pas forcément une bonne chose parce que d'abord, les gens ne sont pas dans les bonnes conditions pour travailler, donc ça crée encore des problèmes de santé. Et puis, ça coupe le lien social.
Et ça, ça peut être très grave aussi en termes de droit, parce que les salariés, s'ils travaillent chacun dans leur appartement, ils se rencontrent pas, ils peuvent pas échanger. Ils vont plus au restaurant à midi, donc les restaurateurs n'ont plus personne. Et ça a des répercussions. Et ce que disent beaucoup de gens, c'est que si quelqu'un peut faire du télétravail chez lui, son travail peut être très vite délocalisé ailleurs, quoi. Bien sûr, dans des pays à moindre coût, encore une fois. Moi, ce que j'aimerais, un peu résumer la chose, c'est que, comme on parlait tout à l'heure de l'hôpital et que les gens sont en meilleure santé si on les prend bien en charge, je crois que ce qu'on veut installer, c'est vraiment une harmonie entre l'être humain et la nature. Et je crois que c'est vraiment ça qui est important. Pourquoi on veut diminuer le temps de travail? Pour que les gens se sentent mieux, souffrent moins au travail, la retraite à 60 ans. Toutes ces mesures-là, c'est pour faire en sorte que l'écologie, c'est pas une punition, comme veulent nous le faire croire le monde avec la taxe carbone, le monde à Macron. Hein, et punir les gens parce que, soi-disant, c'est la faute des gens. Non, je crois que si on arrive à créer cette harmonie-là, en faisant en sorte de titulariser quand même plus de 100 000 fonctionnaires, de relever le point d'indice pour que les gens puissent vivre correctement, d'augmenter tous les salaires. Si on a la majorité à l'Assemblée, il y aura une ouverture de négociation sur les salaires. Donc c'est vraiment, nous on vise vraiment une harmonie au niveau de cette société, c'est d'arrêter le travail des détachés. On parlait de la concurrence de ces entreprises qui viennent de sous-traitants en sous-traitants en sous-traitants. Je crois que c'est des Slovaques qui viennent monter le chapiteau pour la fête du livre à Saint-Étienne. Donc c'est un peu arrêter cette concurrence entre êtres humains et arrêter ce travail détaché. Et qu'au niveau de l'Europe, on n'est pas contre l'Europe, mais on veut une Europe aussi harmonieuse, que ce soit au niveau du SMIC, que ce soit au niveau de beaucoup de choses. Dernière question pour conclure, une question qui concerne toutes les régions, toutes les villes. Mais comme on est à Saint-Étienne et que vous vous présentez à Saint-Étienne, qu'est-ce que vous avez comme idée, comme solution pour tout ce qu'on voit dans le centre-ville, tous ces magasins qui ferment? On construit des zones de partout avec des nouveaux magasins. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on ait de retour un centre-ville où on ait envie d'aller consommer, j'ai envie de vous dire? C'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est un travail sans doute sur le long terme. Il ne va pas y avoir une solution comme ça rapidement en claquant des doigts. Mais bon, on peut préparer un projet de loi, par exemple, qui incite les commerçants à s'installer dans le centre-ville et qui gêne de plus en plus la construction de centres commerciaux périphériques. Ça, par exemple, ça n'existe pas déjà? Parce que c'est un peu le pouvoir des maires aussi de refuser des implantations à l'extérieur. Et notamment, je l'en avais parlé avec le maire de Roanne, de refavoriser des implantations dans le centre-ville. Oui, bien sûr, je pense que les maires, ils ont tout à fait la possibilité de le faire. Après, vous voyez, c'est une question de volonté politique. Hein. Bon, on ne va pas revenir sur la construction des styles ici à Saint-Étienne, mais bon, il y avait certainement d'autres projets plus intéressants, et sur la culture, par exemple, aussi, que ce centre commercial. Je crois qu'augmenter le pouvoir d'achat, c'est écologique. Et c'est favoriser aussi les circuits courts. Si les gens ont plus les moyens de consommer, il y a des commerces qui vont ouvrir sur des circuits courts. Et puis il y a de l'artisanat qui va se reformer sur éventuellement l'habillement ou plein de produits l'habillement, ça va être compliqué, mais les circuits courts pour tout ce qui est les AMAP, les choses comme ça, là je pense qu'il y a de l'avenir. Et les gens, en plus on s'est rendu compte avec le temps, que les gens n'ont plus envie d'aller passer 3 heures dans un centre commercial pour faire les courses. Donc il y a des nouvelles façons de consommer qui vont arriver et j'espère que ça profitera un peu à nos agriculteurs, à nos gens du coin. Bien sûr, les gens, vous dites les gens n'ont plus envie de passer 3 heures à faire les courses, mais malheureusement certains ils sont obligés parce que c'est là où c'est le moins cher. Et je peux même vous dire, parce qu'en discutant avec les gens dans les quartiers populaires, on s'est rendu compte qu'il y a des familles, il y a des femmes, c'est souvent les femmes qui font les courses.
qui passent beaucoup de temps à aller à droite et à gauche parce qu'à tel endroit les pâtes sont moins chères, mais par exemple le beurre il est plus cher, donc le beurre je vais aller l'acheter ailleurs, et il y a beaucoup de femmes qui passent leur temps à aller d'un coin à un autre pour aller chercher les produits là où ils sont le moins chers. Donc oui, il est grand temps de bloquer les prix, de faire en sorte que les gens puissent faire les courses en centre-ville sans courir à droite et à gauche. Pour terminer, est-ce qu'on a oublié quelque chose? On a été complet. Est-ce qu'il y a un sujet qu'on a oublié? Bah moi, ce que je voulais dire, on est à fond, hein. Allez-y, il faut être moi, motivé pour faire de la politique. Et l'ambition qu'on se donne, c'est de sortir de la survie pour vivre. Voilà. Là, les gens survivent. Ils essayent, que ce soit avec le RSA, que ce soit avec de la débrouille et comme ça. C'est de sortir de ce cycle infernal et d'aller vers la vie. Parce que la nature, le vivant, le non-vivant, eh ben, tout le monde nous attend, et je crois que notre projet intéresse beaucoup de monde. Et puis surtout, il faut garder l'espoir. Il faut garder l'espoir, et c'est pas parce que Emmanuel Macron a été élu président que ça y est, c'est foutu, on va encore souffrir pendant 5 ans. Non, il y a vraiment l'espoir, et nous on le porte, cet espoir, oui. On y croit. D'une manière dynamique. D'une manière dynamique, et on se dit que oui, il faut y arriver, on va avoir une majorité à l'Assemblée nationale, et notre programme sera appliqué, et ça ne sera pas celui d'Emmanuel Macron. Je vous dis bonne chance, et puis on Merci. a envie de dire à tout le monde, si vous voulez que ça bouge, si vous voulez que ça change, si vous voulez que votre vie soit meilleure, il faut aller voter le 12 et le 19. Si vous n'y allez pas, il faudra aller après sur les réseaux comme vous faites tous, mais ça sera trop tard. C'est ça. Exactement. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.